Olga Givernet, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. C'est le début de l'invasion de l'Ukraine, a déclaré hier Joe Biden. Est-ce qu'il ne noircit pas le tableau? Il y a eu les déclarations de Vladimir Poutine, on attend les chars. Je crois que Joe Biden attend de prouver qu'il a raison sur le fait que la Russie rentrera dans l'Ukraine. Et là, ça lui donne encore du grain à moudre pour pouvoir faire ses annonces. Nous, ici en France, avec Emmanuel Macron, la volonté, c'était de pouvoir apaiser, de pouvoir s'assurer qu'on pouvait avoir un processus de paix avant de rentrer dans la guerre. C'est terminé? Il n'y a plus d'espoir du tout sur la diplomatie, la négociation? Je ne crois pas qu'il y ait plus d'espoir, mais en tout cas, on a perdu confiance. Et lorsque nous avons décidé de rappeler tous nos ressortissants à Kiev et de dire attention, il y a un danger, c'est qu'on a montré aussi qu'on avait perdu confiance en Vladimir Poutine et dans les échanges qu'il pouvait y avoir. Je ne crois pas que ce soit complètement perdu, mais là on voit bien que Vladimir Poutine fait pression fortement sur l'Ukraine et évidemment sur le bloc occidental qui voit d'un très très mauvais œil cette invasion. Comment travaille la Commission des Affaires étrangères française? Vous vous réunissez, vous parlez à Jean-Yves Le Drian? Est-ce qu'on peut faire quelque chose quand on est député de la Commission? Alors quand on est député, évidemment, on s'inquiète auprès du gouvernement des actions et des positions de notre ministre des Affaires étrangères qui conseille le président de la République. C'est le président de la République qui est aujourd'hui au front. Il est dans son vrai rôle de chef de l'État à vouloir prouver que ce qu'il avait dit, que l'Europe est capable d'être une puissance d'équilibre. Et donc dans ce cas-là, oui, en tant que parlementaire, on pose un certain nombre de questions. Hier, on était face à la déclaration du Premier ministre sur la question du Sahel. Et donc, au niveau de l'Ukraine, on a une vigilance accrue et on vient participer au débat sur la position de la France. Eh bien, le président est en première ligne. En effet, une partie de l'opposition, par exemple Éric Zemmour, explique que c'est sa faute si on en est là, que l'Europe, et notamment la France, n'ont pas obligé l'Ukraine à respecter l'autonomie du Donbass, qui était prévue par les accords de Minsk. En clair, c'est l'Ukraine qui est fautif et Vladimir Poutine ne fait que défendre les russophones. Non, mais Éric Zemmour joue le jeu des Russes et de Vladimir Poutine. Quand il dit cela aujourd'hui, nous, on se met en soutien de l'Ukraine. C'est une démocratie. Elle a une autonomie et une souveraineté. Il est impensable de revenir en arrière. Je crois que Vladimir Poutine pense qu'il est resté au XXe siècle. Il veut rétablir la Grande Russie. Et on le voit bien au travers de ses actes. Nous sommes pour défendre les intérêts des nations souveraines et qu'elles soient en mesure de définir leur avenir. Le Pen, Mélenchon, Zemmour, le camp des pro-Poutine, c'est quand même 40% de l'électorat français. C'est inquiétant, non? C'est inquiétant et on le dénonce largement sur le fait que aujourd'hui négocier avec Vladimir Poutine, ça veut dire avoir une paix, ça veut dire avoir des échanges économiques. Or, on n'est pas du tout dans ce sens-là puisque il y a des sanctions progressives qui sont apportées sur le plan économique et je crois qu'il ne comprend pas bien la portée que ça peut avoir sur lui-même et sur son pays. Vladimir Poutine sort affaibli d'une crise sanitaire qu'il a pas très bien gérée avec un statut économique qui n'est pas très bon. Personne n'a intérêt à rentrer dans cette guerre. Nous avons besoin mondialement d'avoir une solidarité. Et là, aujourd'hui, il est à côté de la plaque. Parmi les sanctions économiques en cours, il y a la suspension du gazoduc Nord Stream, notamment entre la Russie et l'Allemagne. Est-ce qu'il faut aller plus loin et annuler ce projet qui est en passe de se terminer? En tout cas, l'Allemagne, avec le chancelier, il a suspendu l'autorisation sur ce gazoduc. Et on voit bien que l'enjeu de l'énergie est au cœur des tensions géopolitiques. On le sait, ça a un impact directement sur nos concitoyens. Quand le prix de l'énergie augmente, évidemment. On voit bien la dépendance que peut avoir l'Allemagne au gaz, ce que nous ne voulons pas en France, puisque nous souhaitons remettre le nucléaire et avoir cette souveraineté énergétique. Mais au niveau géopolitique et mondial, c'est un sujet majeur sur lequel on peut mettre des pressions. Si on se prive du gaz russe, il va falloir importer du gaz liquéfié du Qatar ou des États-Unis. Est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans un piège commercial américain qui veulent récupérer des ventes de gaz? Aujourd'hui, on est vraiment sur les questions de pression et de trouver un équilibre, de sortir de cet état de conflit, si on peut encore en sortir. Et la question de l'énergie étant au cœur, il faudra peut-être penser, oui, aux alternatives. Mais je crois qu'il ne faut pas s'empêcher de trouver ces alternatives, de démontrer, encore une fois, la souveraineté de l'Europe sur une question énergétique et d'éviter de dépendre, que ce soit de la Russie ou que ce soit des États-Unis, du gaz sur lequel les prix sont indexés. Le président de la République a joué le jeu de la paix.
Est-ce qu'il n'a pas péché par naïveté? Quand il est allé à Moscou, Poutine avait déjà en tête ce qu'il est en train de faire. Il a un peu roulé dans la farine son homologue français. On peut pécher par naïveté, mais le but, c'est de protéger des civils. Lorsqu'on engage une guerre comme celle-ci, on a un risque, évidemment, de perdre des personnes et des morts. Et là, je ne crois pas qu'on puisse pécher par naïveté de vouloir absolument protéger les populations ukrainiennes, et d'éviter d'avoir à engager des troupes sur un terrain dont on ne veut pas, personne ne veut, à part Vladimir Poutine, et je ne suis même pas sûr que son peuple le suive dans cela. Le président de la République voulait attendre la baisse de la tension sur le front ukrainien pour déclarer sa candidature. Il n'y aura pas de baisse de la tension sur le front ukrainien avant des semaines et peut-être des mois. Est-ce qu'il doit du coup se déclarer tout de suite ou ne pas le faire et laisser la candidature officielle être proclamée par d'autres? Il doit en tout cas poursuivre sa mission pour laquelle il est engagé jusqu'au dernier quart d'heure, et il l'a dit. Et donc, s'il s'est engagé sur ces négociations, il doit rester présent et éviter de se faire polluer par une campagne qui pourrait le détourner de cette mission. On est quand même aux portes, avec une guerre aux portes de l'Europe, et donc dans cela, c'est à lui de gérer le moment le plus opportun pour annoncer sa candidature. On va arriver vers la fin de la période des parrainages. Il a ses parrainages. On a toute une équipe de campagne montée et sur le terrain pour le moment, et ça, nous, on s'en charge. Lui, il est à la manœuvre au niveau international. Vous allez être obligé du coup de faire campagne un peu sans lui. Il fera peut-être quelques meetings, mais il sera aux affaires. Il n'aura pas le temps de courir l'électorat. Je crois que l'ensemble des Français connaissent Emmanuel Macron. C'est pas comme s'il était un candidat qu'on ne connaissait de nulle part. Il le voit, il le juge sur ses actes, et ses actes, il le fera jusqu'au bout. Pour nous, oui, c'est de préparer la suite. Qu'est-ce qu'on va proposer aux Français en termes de programme? Qu'est-ce qu'il va pouvoir porter par la suite? En tout cas, de démontrer que le bilan est là, que nous avons tenu bon pendant les multiples crises par lesquelles nous sommes en train de passer et qui se poursuivent. Lorsqu'on a une crise internationale comme celle-ci, elle aura un impact sur la France, et donc de démontrer que nous sommes toujours au front pour venir au service des Français sur tous les sujets qu'ils soient. Parce qu'on a l'impression que tout va être piloté de l'Élysée et que le parti ou le groupe parlementaire vont pas servir à grand-chose dans cette campagne. On sert beaucoup, on est sur le terrain évidemment parce qu'on est constamment interpellé par nos concitoyens. Moi, sur ma circonscription, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe en Ukraine, est-ce que je peux comprendre, et d'avoir les mots justes pour expliquer en toute transparence ce qui se passe. C'est important, et que ce pilotage, comme vous dites, centralisé, il ne l'est pas, puisque nous sommes toujours les parlementaires présents. Beaucoup d'entre eux vont repartir pour se succéder. Ça sera votre cas? Vous serez candidate à un nouveau mandat? Leur succession. Moi, je l'ai dit sans détour jusqu'à l'Élysée. Je souhaite poursuivre mon action auprès du président de la République. Est-ce que les Français sur le terrain vous disent, bon, c'est pas le moment de changer de président, on n'a peut-être pas forcément tout bien fait, mais on va garder ce président parce qu'on veut de la continuité? Est-ce que cet argument porte? On a des personnes qui sont très engagées et qui disent oui, ils sont satisfaits de l'action. Il y a peut-être des choses à revoir. Effectivement, on n'a pas fait tout bien, et là, lorsqu'on en discute ensemble, c'est justement pour les améliorer. Et puis, on a quelques personnes très véhémentes, mais c'est toujours un peu les mêmes, les anti-vax, les anti-tout, d'anciens gilets jaunes. C'est une petite minorité qui fait beaucoup de bruit aussi, mais pour la grande majorité, quand même, il y a des personnes qui sont plutôt satisfaits et qui sont conscients surtout de l'instabilité internationale qui peut exister, et aussi de la réussite que nous avons en matière économique et de rebond économique après cette crise sanitaire. Alors la quête des 500 signatures continue dans la polémique. Avez-vous donné la vôtre à Emmanuel Macron, ou est-ce que vous la gardez pour aider un autre candidat? J'ai donné la mienne à Emmanuel Macron. Au tout début, je ne savais pas ce qui allait pouvoir se passer pour l'ensemble des candidats, et ma volonté était de démontrer qu'Emmanuel Macron était soutenu et qu'on le voulait candidat, alors qu'il y avait encore, soi-disant, une incertitude, donc de démontrer qu'il y avait une volonté. Et est-ce que vous demandez aux élus de votre circonscription, un peu comme l'a fait Jean Castex, de qualifier les candidats qui manquent de signatures? Et quand j'en discute avec certains des maires qui n'ont pas encore parrainé Emmanuel Macron et qui auraient pu le faire, c'est vrai qu'il vient un doute chez eux de faire peut-être comme a pu le faire David Linard, de donner un parrainage. Alors il l'a donné au camp le plus éloigné, à Mélenchon. Mais c'est vrai que pour ceux qui l'ont gardé et qui n'étaient pas sûrs de parrainer, il se pose la question, et je comprends cette démarche. Mais qui faut-il aider? Est-ce qu'il faut aider que les candidats qui sont assez hauts dans les sondages, c'est-à-dire Zemmour, Le Pen, Mélenchon, ou est-ce qu'il faut aider aussi des gens qui représentent quelque chose? Je pense à Philippe
Poutou ou à Nicolas Dupont-Aignan. Ben, dans la crise démocratique dans laquelle nous sommes, évidemment, ceux qui représentent le plus d'intentions de vote doivent pouvoir y participer. Et je ne choisirai ni entre Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Je crois que les deux, il est important qu'ils puissent passer. Si c'est une question de quelques parrainages, là justement, et je vais saluer l'initiative de François Bayrou. Il a eu raison de faire cette banque de signatures. D'avoir une collecte comme ça de banque de signatures, ça voudra dire quand même que ces personnes-là afficheront leur signature pour un candidat qui ne soutiendront pas. Mais je crois que ça a été assez répété que parrainage ne vaut pas soutien. Et là, à ce moment-là, je pense qu'on peut comprendre que quelqu'un donne son parrainage alors qu'il n'est pas en soutien d'un candidat. Mais si les élus rechignent à signer, c'est peut-être aussi parce que la campagne n'est pas bonne et que les candidats ne donnent pas l'impression qu'ils ont la dimension de l'emploi. Alors on l'entend sur le terrain. Moi, je ferai campagne quand le président sera candidat. Donc on se rend bien compte qu'il y a une attente, même de la part des candidats opposants, d'attendre l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron. C'est une situation qui est complexe. Elle l'est aussi pour nous, pour cette campagne. Mais la question du débat, elle est là toujours. Elle est possible. Le débat public se fait sur tous les sujets. Donc il n'y a pas de raison de poursuivre cette campagne. L'Assemblée va suspendre ses travaux jusqu'en juin, c'est-à-dire jusqu'après les législatives. Est-ce que c'est bien sérieux d'avoir une Assemblée nationale muette pendant aussi longtemps, alors que la campagne présidentielle, c'est plus court? Ça fait très long, et je vous avouerai que j'ai posé la question, est-ce qu'il ne serait pas possible de remettre une session extraordinaire au cas où la crise sanitaire reparte, ou même au cas où on est à ce conflit international, et c'est possible. Donc on n'est pas à l'abri de pouvoir être rappelé, il me semble, à l'Assemblée nationale s'il y a besoin. L'un des derniers textes qui va être voté, c'est le délai légal d'avortement qui va passer de 12 à 14 semaines. Est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Ça crée de la polémique de prolonger ce délai. On a eu beaucoup de lois, presque de petites lois sur les dernières semaines, les derniers mois qui avaient besoin d'être passées. J'en ai d'autres. On pourrait savoir si c'est nécessaire ou pas. Oui, il fallait aller au bout et démontrer que ce que nous avions promis, nous le portions au bout. Il y a d'autres grands sujets, malheureusement, qui ont été mis en attente. La dépendance, etc. L'indépendance, la retraite. Mais ceux-là, il fallait les porter au bout. J'ai d'autres petits sujets. Moi, par exemple, j'ai la Compagnie nationale du Rhône qui opère les barrages hydroélectriques. On a pu augmenter le temps de concession. C'est des petits sujets, mais il faut pouvoir les acter parce que sinon, on est parti pour quelques mois où on ne pourra pas légiférer et à ce moment-là, on perd du temps. Olga Givernet, merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Et demain matin, rendez-vous à 7h45. Christophe Barbier, votre invité sera Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France et soutien de Valérie Pécresse. Merci d'être avec nous, 7h50.